Dieu ou homme, Garcemin Verte engendra nombre d'enfants en cette nouvelle terre, tous les contes le disent. Beaucoup devinrent de pleins droits héros, rois et grands seigneurs, fondateurs de puissantes maisons qui ont duré des milliers d'années. Parmi eux était Téline tout sucre. Cette jeune fille aimait tant le miel qu'elle alla voir le roi des abeilles en sa vaste ruche des montagnes et s'entendit avec lui pour s'occuper à jamais de ses enfants et de leurs enfants. Ce fut la première apicultrice, mère de la maison des essaims. Bienvenue à vous qui nous rejoignez tout en haut du mur pour une nouvelle patrouille. Ce podcast est comme un des précédents que vous avez pu écouter, consacré aux maisons qui vont avoir de l'importance, aux forces politiques même on pourrait dire, parce qu'on a quand même fait la triarchie, qui vont avoir de l'importance dans la future série House of the Dragon et qui sont du coup présentes dans Feu et Sang. La dernière fois, on s'est arrêté, on a posé nos valises dans le conflant du côté d'Arenal. On continue notre petit voyage plus au sud et on va se rapprocher du bif, comme le dit si bien notre cher Eridan, Monsieur Feu et Sang, qui est avec nous. Bonjour. Yeah. Salut les gens. Et nous sommes accompagnés de notre chère présidente de l'association, Nymphadora. Salut. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une maison. Je sais même pas si elle est mentionnée dans la saga principale. On va parler d'une maison qui a pour emblème des petites abeilles et qui a pour nom en français la maison des essaims. En anglais, c'est Beesbury. C'est des ruches, pardon, ruches, autant pour moi. pardon. Oui, effectivement, ce sont des ruches. Oui, à ne pas confondre. Il n'y a pas une maison avec une guêpe, des fois, ou un truc avec wasp, je sais pas, ça me dit quelque chose. Il y a une maison avec des fourmis rouges sur fond jaune, c'est très impressionnant. Bref, voilà. Tout ça pour dire que la maison est tellement mentionnée que je ne me souvenais même plus du blason. Voilà. Je vais donc passer la parole à Nymphadora, qui va nous rappeler un petit peu qui sont ces des essaims. Et alors, bon, ça va aller hyper vite parce que clairement, les Beesbury, donc les des essaims, c'est vraiment une famille tertiaire, voire quaternaire. Enfin, on est vraiment dans le background du background là, avec les des essaims. C'est une maison du bif, comme dirait Eridan. Ah oui, adoptez ma formulation, Ça va j'adore devenir ça. la dénomination officielle. Ah, j'adore, je veux. Donc, c'est une maison du bief, qui Oh. est plutôt lambda, qui est une maison vassale des Hightower. Et bon, on les croise de temps en temps. Globalement, quand Martine a besoin de dropper le nom d'un membre de la noblesse du bief, c'est souvent un des essaims qui passe par là. Alors, notamment... Il jette une pièce et puis il voit sur qui ça tombe. C'est un peu ça, ouais. Il doit avoir une petite liste de maisons de petites familles et hop, il les tire au sort de temps en temps. Et souvent, c'est quand même les des essaims, notamment... Ça revient souvent. Notamment, il y a une des essaims qui est mariée au Tyrell. C'est l'épouse de Léo Tyrell, et donc la mère des cousines douceuses de Marjorie Tyrell. Mais c'est un Léo, c'est Léo la flemme, lui, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Léo la flemme. Pas tout à fait. Non, c'est pas lui. Léo qui est non, c'est pas Léo qui est marié à Alice. Enfin, c'est pas le même Léo. En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs Il y a plein de Léo. Léo Tyrell. Et voilà. Et oui, il y a une cousine de Marjorie, effectivement, qui est la fille d'un Léo Tyrell et d'une Alice des Essaims. Mais non, Léo Laflemme, il appartient à une autre branche. Il y a des branches de Léo chez les Tyrell. Beaucoup trop de Tyrell, beaucoup trop de Rose. Et en même temps, pour butiner, c'est mieux. Bref. Oui, la saga va se charger de nous couper tout ça de toute façon. Faire du désherbage. Et donc du coup, sinon, les des essaims, on a aussi des épouses frais. Il y a tellement de frais, fallait bien qu'ils trouvent deux
2-3 épouses dans le bief, et donc on a À plus de 200 mètres de chez lui, quoi, finalement. les Désessins, on les croise dans la saga, notamment quand il s'agit de suivre Renly Baratheon, qui se déclare roi, et du coup, quand l'armée progresse lentement sur la route de la Rose, on croise des Désessins. In fine, la maison, on se rappelle surtout d'elle parce que c'est un peu rigolo ces histoires de ruches au final. Donc c'est une maison d'apiculteurs qui vit à Mielbois sur les rives de l'Hydromel. Ils ont une ruche sur leur blason. Leurs revenus viennent de ruches. Ils produisent du miel et ils produisent de la cire. La cire sert notamment aux bougies pour les vieilles. Ouais, et puis ça implique tout un tas de... Je pense qu'il doit y avoir des tonnes d'expressions consacrées en anglais avec les abeilles qui doivent être utilisées, je pense, par Martine ou détournées par Martine pour parler d'eux et avoir des petits trucs comme ça qui gravitent autour. Ouais, exactement, et notamment, on verra un peu plus tard dans le podcast, mais ce qu'il y a de bien avec les abeilles, c'est qu'elles ont un dard, ce qui peut faire plein d'allusions coquines assez rigolotes. Donc ces petits dards, on peut les revoir après. Ouais, vous l'avez compris, hein, Nymphadora, entre le côté gossip de Lucamore et les histoires de dard ici, c'est un petit peu le champignon de la garde de nuit. Hein, Mais ces histoires finalement un peu sucrées, on les retrouve dès les origines, n'est-ce pas, Eridan? Oui, alors on va aller très très vite parce que vraiment, maison hyper secondaire, a priori leur rang c'est que ce sont des vassaux des Hightower, et il y a un moment donné, Doran essaye de dropper le vieux sire des Essaims auprès de sa fille Ariane alors que celui-ci est à moitié aveugle. Et elle dit que en gros c'est de la toute petite noblesse, genre Rosby ou genre Frey, donc oui vraiment ils ont pas un énorme prestige les Désessins. Leurs origines, bah c'est un peu comme toutes celles des nobles du Bief. Bark. Non, c'est comme toutes celles des habitants du Bif. Tous ces gens-là ont en fait, soi-disant, d'après les légendes, une origine commune. Ils seraient tous descendants de Garce Main Verte. Et alors, les Désessins, eux, leur ancêtre légendaire, ce serait une jeune fille qui s'appellerait Éline Tout Sucre. Et comme Éline Tout Sucre était très friande de miel, elle serait allée voir le roi des abeilles avec qui elle aurait passé un pacte, et elle aurait promis de s'occuper de ses enfants et ensuite des enfants de ses enfants, et c'est ainsi qu'elle serait devenue la première apicultrice. Bon, moi je pense que c'est monté de toutes pièces cette histoire, c'est juste qu'ils avaient des ruches, ils ont cherché à avoir un ancêtre légendaire un petit peu péchu, et ils ont inventé une petite histoire gentillette rapidement autour de tout ça. Si on parle des Essaims aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il va quand même y avoir un personnage qui va être en lien avec House of the Dragon, quand même. Pour en parler très rapidement, parce que là encore il y aurait des choses à spoiler, mais on va se retenir. Lyman des Essaims est le grand argentier depuis le roi qui a précédé Viserys, donc depuis Jaehaerys. Depuis cette époque-là, il est grand argentier. Alors il y a eu un moment donné où a priori la charge est passée à Daemon dans les livres, mais ce ne sera très certainement pas adapté dans la série, je ne pense pas en tout cas. Et c'est un personnage qui aura une petite importance, soit sur la fin de la saison 1, soit au début de la saison 2. On verra, j'en dis pas plus pour le moment sur ce mec-là. Globalement, les Désessins, c'est vraiment de la mini-noblesse, mais on les croise notamment dans Feu et Sang parce que Feu et Sang, c'est un peu le moment de gloire des Hightower, et donc les Désessins sont dans l'entourage des Hightower. Donc on retrouve leur nom avec Lyman Cantargentier un peu avant, donc on va parler peut-être de Braxton. Pareil, c'est des gens qui sont à la cour parce que dans l'entourage de personnes puissantes au moment des événements de Feu et Sang. Mais Nymphadora, tu parles de Braxton des Essaims, mais c'est pas le moment de sortir le popcorn normalement? Bon, je pense qu'on peut passer sur le des Essaims qui t'a particulièrement marqué du coup.
Alors ouais, donc vous aurez compris que j'adore les trucs gossip et Braxton des Essaims, je pense que c'est vraiment des protagonistes d'une intrigue, un mini truc dans Feu et Sang, mais qui m'a totalement marqué. J'ai adoré ce moment. Donc Braxton des Essaims, on le surnomme le Dard. Et c'était déjà le Dard. C'est un chevalier de 19 ans qui gravite dans l'entourage de la princesse Serra Targaryen. Serra Targaryen, c'est l'une des nombreuses filles de Jaehaerys. Et Jaehaerys, comme on le sait, il était meilleur en route qu'en fille. Donc, du coup, Serra Targaryen va avoir un destin pas super cool. En tout cas, elle ne marquera pas l'histoire par sa grandeur de princesse Targaryen. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Bon, si vous allez sur le wiki de la garde de nuit, je pense qu'il y a Proxénète qui est vite marqué quand même à un moment. Entre autres. Donc voilà, Serra, c'est un peu la fille déchue de Jaehaerys. Et Braxton va être l'un des artisans de cette déchéance, même si globalement c'est plutôt Serra qui est l'artisane de la déchéance de Braxton plus que l'inverse. Hein. Ouais, en fait, plutôt. En fait, ce qui se passe, c'est que donc Serra, c'est un peu une coquine. C'est une friponne, là. C'est une petite chenapan. C'est une demoiselle qui aime bien s'amuser et qu'on laisse plutôt libre de ses mouvements. Et en fait, elle a deux copines, donc Perianne Moore et Alice Tournebay. Alice Tournebay, voilà, Tournebay. J'ai oublié son nom. Et donc, avec ces deux copines, il y a un moment, ça y est, les hormones les travaillent. Elles vont se défier les unes les autres à déjà s'embrasser entre elles, voire plus. Et ensuite, à embrasser des garçons, voire plus. Vous l'aurez compris, on est en train de basculer dans le teen movie. L'enfant qui raconte un teen movie. Ah, j'adore. Vas-y, continue. Donc, du coup, elles se déchuent les unes les autres à faire des bisous avec des mecs, et donc elles jettent leur dévolu sur trois garçons, Jonah Mouton et Roy Connington, qui sont des écuyers qui sont de la cour lambda, machin, et Braxton des Essaims, qui est un peu plus vieux, qui est déjà chevalier. Du coup, c'est le pic de Serra, parce que bon, c'est quand même vachement mieux de se taper un vrai chevalier de 19 ans que des petits écuyers comme ses copines. Et bon, du coup, tout ce petit trio là va pendant quelques temps faire les beaux jours de Port-Réal en s'affichant dans des bals, tout ça. Ils sont inséparables, tu les vois tout le temps entre eux. A priori, ils s'envoient en l'air les uns les autres gaiement. Et un beau jour, manque de beau. Peut-être une nuit. Pardon. Tout à fait. Ils se font griller. En fait, les trois garçons, on les retrouve dans un bordel de Port-Réal avec le fou de Jaehaerys. Ils sont en train d'humilier ce pauvre fou parce qu'ils ont décidé de l'amener aux putes et de le regarder s'envoyer des putes. Et donc le pauvre fou est en train de se faire harceler par une horde de prostituées. Et ça fait grave rire les trois garçons. A priori, c'est Serra qui avait suggéré à ses copains de faire ça, et c'est elle la voix derrière l'humiliation du pauvre fou, qui s'appelle Tom Navet, de son nom. Tom Navet, le pauvre petit.
Et donc voilà, mais donc du coup, la garde royale intervient quand ils voient ce pauvre Tom Navé qui est poursuivi par une demi-douzaine de prostituées et Jonah Mouton, Roy Connington et Braxton des Essaims complètement torchés, morts de rire autour. Donc ils arrêtent les 3 mecs. Et une fois qu'ils sont dégrisés, ils notamment parce que je crois que c'est Connington qui dit que c'est Sarah qui a commencé. qui a tout commencé. Vraiment des enfants, quoi. Mais c'est pas moi, Voilà. c'est lui. C'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est Sarah. Et donc du coup, Est-ce que notamment c'est parce que le Princesse nom Sarah, du coup de la princesse Sarah a été jeté dans la boue, on va faire comparaître les 3 mecs devant le roi Jaehaerys. Et dans le même temps, la reine Alysanne, sentant qu'il y a quand même un truc un peu qui pue un peu, elle va interroger Perian Moore et Alice Tournebay, qui vont confesser à toutes les relations charnelles qu'elles ont eues avec ces 3 mecs. En plus, la pauvre Alice Tournebay va être toute tourneboulée parce qu'en fait, elle est enceinte. Elle ne sait même pas lequel des 3 est le père. Mais donc, du coup, elle est bien embêtée, cette pauvre petite. Donc, la pauvre Alice Tournebay est toute tourneboulée parce que elle est enceinte et ne sait pas qui est le père de son bâtard. Bref, toutes ces histoires vraiment de débauche et de luxure, c'est pas super clean pour les Targaryens. Et Jaehaerys, il est pas content, quoi. Alors, ils vont faire des mariages arrangés pour Perian Moore et Alice Tournebay en les exfiltrant de la cour. Les 3 mecs vont avoir des sentences un peu plus embêtantes. Surtout Braxton des Essaims, donc le Dard, parce que les 2 autres sont écuyers, donc ils sont plus jeunes. Donc on les laisse choisir entre l'exil ou le mariage. Le mariage, il y en a un qui choisit cette solution. Il y en a un qui choisit le mariage et l'autre l'exil. Le plus malin des 2. En plus, le mariage finalement se passe bien, donc tant mieux pour eux. Mais du coup, Braxton, lui, n'a pas ce choix. Braxton, lui, on lui dit de choisir entre se faire estropier, donc on va lui couper la langue et le nez, les bras et les jambes, on va les lui briser et on va les soigner de façon à ce que tout ça reste bien tordu et donc qu'il soit estropié à vie. Donc il a le choix entre ça et un duel judiciaire. Donc, j'ai envie de vous dire, évidemment, il choisit le duel judiciaire. Oh, bon chevalier crétin. Je sais pas si l'autre destin est quand même mieux, hein, franchement. Et du coup, il leur dit, allez-y, c'est qui parmi tous ces vieux de la garde royale que je vais affronter. Et Jaehaerys, il fait, eh ben écoute, c'est ce vieux-là que tu vas affronter. Donc finalement, s'ensuit un duel judiciaire entre Jaehaerys et le Dard. En fait, Braxton, il choisit de prendre une masse d'armes. Parce qu'il se dit que peut-être que Jaehaerys, il a moins l'habitude de se battre contre des gens qui portent une grosse masse. En fait, il se fait avoir à son propre jeu, il est complètement crétin, il s'épuise vainement pendant le combat, pendant que Jaehaerys esquive, puis finalement avec Bronn style finalement, quoi. C'est ça, exactement. Oui, c'est totalement Bronn ça style. revient quand même très souvent chez Martin, ça aussi, ouais, exact. Et donc, du coup, il se fait tuer par le roi, finalement, sous les yeux de la princesse Serra, qui est obligée d'assister au duel depuis sa cellule dans le donjon rouge. Parce que Serra, pendant ce temps-là, on l'a recluse dans le donjon rouge. Alors, Serra, d'abord, elle a fait une tentative d'évasion. Du coup, Jaehaerys, elle a encore plus vénère, et donc, du coup, c'est pour ça qu'il l'a foutu carrément en cellule. Et après, Serra, on va l'envoyer chez les Septa. Les sorts du silence, non? Oui, chez les sorts du silence. Et du coup, elle va s'échapper et rejoindre Essos et finir par être tenancière d'un bordel. À Volantis. Rien de moins, quoi, finalement.
Et on réentendra parler de possiblement ses descendants lors d'un grand conseil, parce que du coup, elle a un descendant qui aurait pu peut-être prétendre à être la, l'héritier de Giles. Et évidemment, il ne sera pas choisi. Oui, et puis par contre, je ne pense pas que la série aille t'introduire ça. Ah non, clairement juste... pas. Non. Non. Après, moi, ça me ferait non, mais ça me ferait marrer que juste il y ait le mec qui arrive et puis tu sais, il y a les autres qui font ah non, mais lui on peut pas, c'est un bâtard. Allez, va-t'en. Et tu vois, juste le truc passe pour les fans, ça serait marrant. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils aillent pas. Je pense pas qu'ils iront jusque là quand même. Et toi, Eridan, après ce long des essaims préférés, est-ce que t'en as un préféré, toi? Moi, je vais aller très très vite, mais juste parce que il y en a un particulièrement qui m'a un petit peu marqué. C'est Humphrey des Essaims. C'est un mec qui participe au tournoi de Sorbier ou au tournoi de Sandreguet désormais dans la nouvelle traduction. Dans les aventures de Dunk et Luff. Et il participe au jugement des 7 du côté de Dunk. Donc celui-là, c'est un bon, c'est un vrai. Et je l'aime bien pour ça. Humphrey des Essaims. Et toi-même, Chris, est-ce que cette famille t'évoque quand même quelque chose? Est-ce qu'il y en a un que tu gardes dans ton petit cœur? Non, parce que finalement, elle est pas du Conflans, tu vois. Pas assez de peste et pas assez de merde pour toi, d'accord. Non, mais chacun sa spécialité, tu vois. Exactement. Lui, c'est la merde et le Conflans, quoi. C'est ça. Non, mais le bief, c'est vraiment un endroit, tu sais, où t'as l'impression que... Bon, c'est tous des pommes pourries, finalement, mais il y a un côté... Non, je dis pas ça pour les fausses voix, mais il y a un côté où ils sont... je sais pas, cet endroit-là, j'ai pas envie d'y aller, tu sais, ça a l'air trop... Il y a trop de vergers, trop de trucs, ça a l'air tout doux. Ça a l'air trop propre pour être vrai, ouais. Ça a l'air tout doux, mais en dessous tout le monde essaye de te chlasser, tu vois. Ah, ça, au moins dans le Conflans, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Il n'y a pas de surprise, tu sais que tu y vas, t'as les deux pieds dans la merde et puis tant pis, quoi. Voilà. T'aurais dû venir sur notre podcast sur quelle est votre région préférée de Westeros, parce que in fine, c'est quand même le Bief qui a gagné. Hein. On s'est quand même tous dit qu'il faisait quand même beau, chaud, il y a la mer, il fait pas trop chaud, c'est pas comme Dorne, tout ça. Donc, ouais, mais alors moi, tu vois, on est en train de se taper un espèce de mois de sécheresse et ça m'angoisse qu'il pleuve pas, donc le Conflans à 200%. Hein. Vraiment. Sur ces braves paroles qui ont un peu dérivé. Voilà, c'était notre petit podcast sur la famille des Essaims. Alors, surprise, c'est déjà la fin. C'était assez bref, mais la maison ne méritait pas qu'on s'y attarde aussi longtemps que les précédentes. On va vous laisser, ça sera probablement peut-être le dernier podcast pré-House of the Dragon qu'on enregistrera. Le suivant sera consacré courant fin de l'année, donc vous avez le temps de regarder House of the Dragon, de digérer, de venir discuter avec nous sur les Twitch, etc. Et sur le forum, bien évidemment. Mais en termes de format audio, ça sera probablement un des derniers avant la fin de l'année. On aura notamment, et on va le dire comme ça on est sûr qu'on le fera, le podcast sur Sansa, qui sera le gros podcast, un peu comme on avait fait Bran la dernière fois, qui arrivera quelque part entre novembre et décembre, on va dire quelque chose comme ça. Donc en attendant, on espère que vous vous portez bien, on espère que vous avez bien profité de la série et que vous aurez plein de choses à dire dessus. Nous, sans doute que oui. Et on vous dit à une prochaine en haut du mur. Ciao, ciao. Salut les gens. Au revoir.